pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. Le coût du panier d'épicerie est sur toutes les lèvres cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes allé faire l'épicerie récemment, mais on a toujours une petite crise de cœur arrivée à la caisse. Et là, évidemment, on voit que le gouvernement fédéral veut faire payer les grands méchants distributeurs, les grandes bannières, comme si c'était seulement eux qui sucraient le bec et comme si, à tenir une réunion, on va voir le panier d'épicerie baisser. On en parle avec Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, M. Rochette. Bonjour à vous. Dites-nous, vous avez vu ça comment, vous, de votre côté, la rencontre d'hier, puis la pression politique qui est mise sur les grandes bannières d'alimentation? Vous l'avez noté vous-même, c'est que dans le contexte dans lequel on est présentement, il y a toute une vaste équation quand vient le temps de définir que coûte le panier d'épicerie. Il y a des producteurs, il y a des vendeurs, il y a des fournisseurs, des détaillants. Il y a tout un vaste écosystème de personnes qui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'éviter une explosion de coûts. Mais ils travaillent dans un environnement dans lequel l'essence coûte plus cher, les salaires coûtent plus cher, l'inflation touche tous les maillons de l'économie. Donc, c'est très délicat et difficile de maintenir de la nourriture à l'intérieur d'une braquette qu'on aimerait voir toujours maintenue à 1 ou 2% d'inflation. Alors, on est là-dedans présentement. Donc, la démarche qui a été faite par le gouvernement fédéral, c'est de rappeler que le gouvernement veut faire quelque chose dans cette vaste équation-là, mais on peut pas modifier des paramètres d'industrie si on n'invite pas l'ensemble de l'industrie à la table pour en discuter. Quel impact a ce genre d'interventionnisme de l'État dans un marché, un libre marché, sur notre capacité d'attirer de nouveaux joueurs et de maintenir les prix plus stables, disons? En fait, on peut pas en vouloir au gouvernement de vouloir faire quelque chose. Encore faut-il comprendre comme il faut dans le détail comment fonctionne l'industrie. Donc, vous avez raison, il y a tout. Puis d'ailleurs, il y a eu des gestes récemment. Il y a le comité permanent à Ottawa, le comité permanent sur l'agriculture et l'alimentation, qui a fait qui a fait des consultations, qui ont invité les grands patrons des bannières justement à venir il y a quelques mois pour venir discuter de l'impact des prix sur la consommation. Et les conclusions de cette vaste enquête-là qui avait été amenée par le comité permanent d'Ottawa au Parlement, en était venu à la conclusion qu'il fallait travailler sur comment aider les entreprises à soit trouver notamment chez les agriculteurs, donc meilleur équipement, renforcer les voies de communication, les voies de transport, les infrastructures de transport. Partout où on est capable d'aller diminuer la pression sur les prix, c'est ce qu'ils ont évalué. Et puis ils en sont venus à la conclusion qu'effectivement, il y avait des gestes que le gouvernement lui-même devait pouvoir faire pour aider l'industrie à calmer la hausse des coûts de tous les intrants, là, qu'on inclut l'engrais, le blé. La guerre en Ukraine a affecté beaucoup le coût. Évidemment, les effets sur les changements climatiques là, qui affectent effectivement donc les récoltes. Donc, il y a toute une ossature, malheureusement, d'effets qui ont un impact sur les prix. Et c'est de tout ça qu'il faut discuter ensemble. Oui, mais encore là, j'entends plusieurs personnes, puis le gouvernement aussi en rajoute une couche pour dire que, malgré tous ces paramètres, ça n'a pas eu d'impact sur les profits de plus en plus importants de ces bannières d'alimentation. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui disent les bannières continuent de s'enrichir et c'est nous qui souffrons? En fait, d'abord là, c'est un point important, la marge de profit elle est très faible. Puis je prends les mots que même le Bureau de la concurrence ont eux-mêmes utilisés lorsqu'ils ont fait une enquête là, tout récemment aussi à la demande du gouvernement fédéral sur comment comprendre l'univers là, de l'inflation alimentaire. Et eux-mêmes ont qualifié de modestes les profits des grands détaillants d'alimentation. On a sait entre 1 et 3%. Quand on parle de valeur absolue, on parle de millions de salaires immenses, mais quand on revient au pourcentage, 1, 2, 3%, ça veut dire que vous, si vous allez faire l'épicerie puis que vous payez $100, au final, c'est 1 ou 2 $ de profit au bout de la chaîne qui est réel. Tout le reste, ce sont des coûts. Alors, le 1-2 $ à la fin, c'est ce qui permet aux épiceries d'être capables peut-être d'essayer d'augmenter les salaires pour essayer de faire face à la pénurie de main-d'œuvre, idéalement innover quand on est capable avec certains types de caisses. Donc, il reste une toute petite marge de profit quand on le calcule en pourcentage. Puis je pense que c'est important de faire la nuance entre les chiffres absolus qui ont l'air immenses puis la réalité du pourcentage qui, au final, nous rappelle que sur un panier de 100, c'est 1, 2, 3 $ de profit seulement. Là, j'aimerais vous entendre sur un autre sujet, là, rien à voir avec le coût d'épicerie, mais sur une pratique qu'on voit de plus en plus courante de vérification des factures
avant de sortir de l'épicerie. On a vu des vidéos TikTok de personnes au Costco. Loblaws aussi, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais récemment a annoncé qu'elle allait commencer à faire vérifier les factures à la sortie. Pourquoi faire vérifier les factures? Est-ce que ça veut dire que les autres mécanismes de lutte contre le vol à l'étalage ne fonctionnent pas? C'est une bonne question. D'abord, ce qu'on essaie de faire, tant bien que mal, c'est d'essayer d'abord de dissuader les gens de provoquer le geste, de décider de voler. C'est un phénomène qu'on a vu croître depuis quelques années. Là. C'est pas seulement dû, certains croient que c'est dû à l'inflation. Non, c'est un phénomène qui a commencé à croître bien avant, qui est dû à plusieurs facteurs. D'une part, c'est vrai qu'il y a moins en moins de personnes qui surveillent. Dans les faits, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a moins de personnes qui se promènent dans les allées. Dans certains cas, ça peut donner le goût à certains d'oser là, à prendre une matière puis la cacher sous le manteau. De deux, il y a eu l'explosion des sites de revente en ligne qui viennent faciliter grandement la tâche à ceux qui veulent voler. Ils savent qu'ils n'auront pas de difficulté à voler. Vous avez dû remarquer que dans certains cas, ce qu'on achète ce qu'on voit d'accessible sur des sites de revente en ligne, ben on le voit là, c'est des produits qui sont encore emballés ou c'est supposé être des produits qui sont souvent déjà utilisés. Donc, il y a eu plusieurs phénomènes qui ont expliqué une croissance, puis la pandémie n'a pas aidé, évidemment, parce qu'il y a eu de plus en plus d'achats en ligne, puis dans les commerces, lorsque les commerces étaient ouverts, les gens souvent osaient peu ou pas interagir avec des gens dont on soupçonnait l'idée qu'ils puissent voler. Donc, les commerçants, dans certains cas, ce qu'ils font, c'est tout faire pour envoyer un signal comme quoi vous allez vous faire prendre si vous le faites. Surveiller les paniers, surveiller les caisses, évidemment les caisses libre-service, demander le reçu à la sortie du magasin. Ça envoie le signal. Le but, c'est pas tant d'attraper des gens que d'envoyer le signal aux gens qui oseraient vouloir faire ce coup-là, qu'il y a des grands risques que vous vous fassiez attraper. Mais en même temps, ça ouvre la porte à plusieurs sortes de profilage ou de discrimination parce que ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des personnes formées à essayer de débusquer de potentiels voleurs, les personnes qui sont là à faire la vérification des factures. Une personne qui veut voler ne le met pas dans son panier, elle va le cacher. Qu'est-ce que ça rajoute de plus que d'avoir un employé lambda? Les caisses libre-service ont un peu amené ça. Donc, c'est pas nouveau, là, encore une fois. Puis il y a des caisses libre-service, dans certains cas, ça fait des années que ça existe. Donc, souvent, c'est ce que le commerçant envoie comme signal, c'est on vous fait confiance, mais donnez-nous au moins l'occasion de vous demander, ne serait-ce que d'avoir un œil sur votre facture. Ça envoie le signal que c'est pas vrai que vous allez juste simplement passer avec votre panier devant une caisse libre-service et qu'à votre guise, vous décidez ou non de passer le code barre sur le lecteur et de consommer. Alors, il faut aussi envoyer le signal qu'il y a un minimum de surveillance. Évidemment, il y a de la confiance, tout ça repose sur la confiance, mais en même temps, on peut pas en vouloir à un commerçant d'envoyer le signal que c'est pas absolument complètement un chemin ouvert vers la porte de sortie. Vous devez quand même avoir la capacité de montrer vos reçus. En d'autres mots, on envoie le signal qu'il y a un minimum de surveillance. C'est dissuasif et peut-être que ceux qui vont y penser voler vont se dire qu'ils vont peut-être retrouver de la résistance à la sortie. Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.